Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus ce matin. Donc je vais vous expliquer un peu comment a été imaginée cette conférence. On voit aujourd'hui de plus en plus d'innovations issues des startups. Et puis on en voit beaucoup de startups venir nous voir et nous dire comment on peut travailler avec les hôpitaux. Et donc on a monté un groupe pilote avec plusieurs startups. Et très rapidement, on s'est aperçu que l'une des problématiques des startups et des hôpitaux, c'était l'achat, c'était la sécurisation aussi des achats. Et donc, assez rapidement, on s'est tourné vers un type d'acteurs qui sont les centrales d'achat et on s'est dit comment les centrales d'achat peuvent nous aider en fait sur cette étape. Comment les centrales d'achat peuvent venir pour les startups être un vecteur en fait de diffusion, de facilitation pour intégrer l'hôpital qui peut parfois apparaître comme une structure extrêmement difficile à pénétrer. Et puis de l'autre côté, pour les hôpitaux, comment les centrales d'achat peuvent en fait être un élément de la sécurisation, un élément de la confiance. Parce qu'il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de marketing aussi. Et donc comment on fait la part des choses entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comment on peut sécuriser ces structures qui peuvent parfois être très fragiles, parce qu'un hôpital ne peut pas s'engager sur un pari qui est beaucoup trop fragile. On ne peut pas confier en fait des activités qui risqueraient de disparaître. Et donc, on a eu l'idée du coup d'organiser cette conférence parce que quand on a présenté les centrales d'achat aux startups, beaucoup ne connaissaient pas en fait. Beaucoup ne connaissaient pas le principe du marché public même, le principe des centrales d'achat et le formidable outil que ça pouvait être. Mais c'est pas non plus, et on en a discuté un peu déjà, c'est pas non plus, faut pas non plus fantasmer. Derrière, si le produit n'est pas bon, c'est pas la centrale d'achat qui fera des miracles. Elle est un facilitateur, elle est un catalyseur, et donc l'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est d'abord de commencer par une petite table ronde où chacun va faire un retour d'expérience sur ce que c'est que travailler avec une startup, qu'est-ce que c'est que travailler avec un hôpital, qu'est-ce que, quand je suis une startup, ça m'apporte de travailler avec une centrale d'achat pour travailler avec l'hôpital. Et puis après, donc les trois centrales d'achat, l'UGAP, le RESA et UniAchat, nous montreront en fait plus concrètement des actions qu'ils mènent pour favoriser l'innovation. Donc je vais peut-être laisser chacun se présenter rapidement. Bien, bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus ce matin. Bruno Carrière, directeur général d'UniAchat. Bonjour à tous, Pierre Lebon, je suis le directeur de la partie conseil innovation internationale du RESA. Bien, bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Stéphane Pardou, je suis directeur général des hôpitaux de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges. Je suis aussi vice-président du conseil d'administration du RESA. Alors excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Oui, mais aussi. j'allais le faire, voilà, en fait, j'allais le présenter. Présente-moi. Non, mais j'allais dire, et je voulais en profiter pour dire merci et bravo Enguerrand pour tout son travail. Voilà. Donc, je suis directeur du fonds Recherche et Innovation de la Fédération hospitalière de France. Alors pour les startups, ce n'est pas un fonds d'investissement. Donc on n'investit pas dans les startups, je préfère le dire. Voilà, on a un fonds de dotation. Bonjour à toutes et à tous, Sébastien Topiac, directeur santé à l'UGAP. Et donc merci d'être aussi nombreux et merci à la FHF d'avoir organisé cet événement et d'y avoir convié l'UGAP. Bonjour à tous, je suis Gonal Lané, je suis le responsable de la société IMP qui a développé un matériel pour les urgences hospitaliers qui s'appelle le MedPack. Alors, on va commencer du coup avec un premier acteur qui est le directeur d'hôpital. Et donc, est-ce que tu peux nous donner, toi, aujourd'hui, en fait, ton ressenti sur la collaboration avec les startups? Qu'est-ce que c'est de travailler avec une startup sans centrale d'achat et qu'est-ce que c'est de travailler avec une startup avec centrale d'achat? Alors, en fait, aujourd'hui, dans le monde hospitalier, je dirais qu'il y a deux catégories d'hôpitaux. Je vais parler pour les hôpitaux publics, mais peut-être ça vaut aussi pour les établissements privés participant au service public et les privés. Il y a deux catégories d'hôpitaux. Il y a ceux qui sont submergés par les demandes individuelles de rendez-vous par des entrepreneurs, submergés par les réseaux sociaux, par différents biais, ce qui est très agréable, très flatteur, et très agréable de voir toute cette énergie créatrice de ces entrepreneurs, très rassurant pour le pays, mais qui, pour ces dirigeants hospitaliers, dont je fais partie, parce que je suis plutôt dans cette première catégorie, à un moment donné, amène à des choses presque un peu stériles. D'abord, comme tu l'as dit Enguerrand, parce que parfois, on voit en face de nous des entrepreneurs qui n'ont aucune connaissance du marché hospitalier, des besoins hospitaliers. Voire même des règles de droit, applicables au marché hospitalier. La semaine dernière, j'ai vu une société qui est venue me présenter un produit
pour lesquels il n'y avait tout simplement pas de marché hospitalier parce qu'il n'y avait pas le cadre juridique, il n'y avait pas le besoin parce qu'il était interdit par la loi. Enfin, leur prestation était interdite pour les hôpitaux par la loi. Il y a cette première catégorie qui est plutôt flatteuse, mais qui peut à la fin être un peu stérile. Et puis il y a la deuxième catégorie des hôpitaux, ceux qui ne voient jamais des entrepreneurs, des start-upers, parce qu'ils n'ont pas la masse critique, parce qu'ils n'ont pas été identifiés comme étant des relais d'opinion, parce qu'ils n'ont pas été identifiés comme ayant suffisamment d'argent pour avoir recours à ces start-up. Et donc finalement, on peut se retrouver aujourd'hui avec un monde hospitalier complètement fragmenté. Et à la différence d'autres pays, nous ne sommes pas un pays où le tissu hospitalier est structuré autour de grands groupes publics. Même si avec les GHT, ça change la donne, on reste quand même des hôpitaux relativement fragmentés. Et en ce sens, et on aura l'occasion de le présenter, ce que le RESAC est une centrale d'achat très proche des hospitaliers, une centrale d'achat qui se veut vraiment au contact plus étroit de ses adhérents, eh bien, ce qu'on a essayé d'imaginer dans ce que présentera Pierre sur le centre de innovation par les achats, c'est justement de créer un intermédiaire, un tiers de confiance, un relayeur, qui met en contact, mais de façon plus globale et pas par des réseaux interpersonnels, qui met en contact de façon plus globale, plus institutionnelle, des entrepreneurs avec le monde hospitalier, dans le cadre de Fab Lab, dans le cadre de journées d'échange, pour pouvoir se dire, nous on a cette idée, ah oui mais votre idée elle ne colle pas du tout. Et que les hospitaliers disent, mais nous par contre, vous savez, le marché de la restauration, on aimerait bien qu'il évolue dans tel sens, on a besoin d'offres. Donc voilà comment le RESA, nous, on envisage au sein du conseil d'administration cette évolution, et voilà un peu quel est l'état de la situation pour les hospitaliers. Il y a vraiment deux catégories d'hospitaliers aujourd'hui qui vivent la relation avec les startups. Tu as parlé de ce capital confiance. Aujourd'hui, quels sont les freins en fait qui te permettent, enfin qui ne te permettent pas en fait de développer ce capital confiance quand on vient de voir, et qu'est-ce que tu trouves en fait comme capital confiance dans les centrales? Je vais faire une banalité. À la fin d'un processus de discussion avec une start-up, tout finit par des achats. C'est pas du, je sais plus qui disait tout à l'heure en plaisantant, on peut pas vivre de POC et de, voilà, on peut pas vivre de POC. Tout finit par des achats. Et donc un des freins qu'on voit très vite, c'est le code des marchés publics, c'est les seuils. Alors, si on reste sur de la prestation toute petite, 10 000, 15 000, allez, c'est pas enregistré, tout le monde s'arrange. Mais après, dès qu'on en vient à des processus plus industrialisés, il y a le seuil des marchés publics. Et donc à ce moment-là, tout ce qui est en étagère dans les centrales d'achat, et c'est pour ça que le RESA a beaucoup développé cette partie-là, eh bien c'est forcément pour les hospitaliers un gain de temps, une sécurité juridique et la capacité à avoir un choix. Donc le principal frein, il est que tant qu'on est dans des phases d'expérimentation, tout va bien. Mais quand on veut passer un process industriel à l'échelle d'un GHT, où on a tout de suite un marché qui devient très important, la centrale d'achat devient un tiers de confiance extrêmement sécurisant pour les hospitaliers. Alors on va s'adresser maintenant à notre start-up témoin. Donc Gwenaël, toi quel est ton ressenti en fait sur ce marché hospitalier? Déjà pour parler, des centrales d'achat, je voulais dire quelque chose d'évident aussi, c'est que moi ça m'a paru immédiat. Il fallait le faire tout de suite. Moi, je venais pas du monde médical, je venais de la finance. D'accord. Donc, j'ai travaillé avec Samuel Mercier, qui avait développé ce MedPack, qui est une solution pour les urgences en hospitalier. Et je me suis dit, qui va acheter notre solution? C'est une solution qui vient des rangs, donc des rangs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, en l'occurrence. Et qui va pouvoir acheter cette solution? Les pompiers, les SMUR. Quelle est la meilleure étagère pour ces gens-là? Je me suis renseigné, j'ai passé des coups de fil, j'ai parlé avec des gens, notamment à l'EHSP à l'époque, et on m'a dit, il faut que tu ailles voir l'UGAP. C'est ce que j'ai fait. Donc on présente la solution, ça passe ou ça passe pas. C'est-à-dire que, est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils vont nous foutre dehors? Bon, en l'occurrence, ça les intéressait, et après on rentre dans un process qui est plus ou moins long, évidemment. C'est parfois contraignant. Moi qui venais du privé, j'avais l'impression que ça prenait des plombs, enfin voilà, je le dis franchement, mais au final, on est content. Et en plus, avec un timing extraordinaire, parce que une semaine avant d'être, référencé sur le GAP, on gagnait le prix du président de la République au concours Lépine. Voilà, moi je dis c'est un super timing, et donc c'était bien. Et est-ce que tu as vraiment vu la différence en fait à partir du moment où tu as été référencé à l'UGAP? Alors je sais que les centrales d'achat n'aiment pas qu'on dise référencé dans une centrale d'achat, voilà, retenu dans une centrale d'achat. Qu'est-ce que ça t'a concrètement apporté?
Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'apporte? Bon, déjà, les gens connaissent le produit parce que l'UGAP en parle. Et ça, c'est super important. Sur un produit innovant, les gens se disent c'est quoi votre truc, à quoi ça sert. Quand on a un institutionnel qui en parle de façon positive, ça nous aide, vraiment. Et donc, rien que ça, on les remercie. Après, notre solution, nous, si vous voulez, je ne sais pas si je dois en parler dès à présent, mais c'est une solution qui n'est pas facile à vendre. Pourquoi? Parce que c'est une innovation de rupture. Et l'innovation de rupture, ça fait peur aux gens. Quand bien même aujourd'hui la brigade des sapeurs-pompiers de Paris utilise notre matériel dans les 8 ambulances de réanimation qui foisonnent autour de la capitale, on a du mal à convaincre leurs confrères d'utiliser le Medpack, voire de le tester uniquement. Et ça, c'est un travail de longue haleine que franchement, moi, jeune start-upper, j'ai sous-estimé, carrément. Et ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir des partenaires sur le long terme. Donc il y a un apport de capital confiance, mais tu aimerais qu'il aille encore qu'il aille plus loin, parce que tout le travail reste encore à faire. Sensibiliser les gens, façonner les esprits, ça prend du temps. Alors, on va maintenant passer à nos amis des centrales d'achat. Monsieur Carrière, peut-être un petit mot sur UniAchat pour commencer, parce que c'est encore la seule centrale qui n'a pas encore été évoquée. Et puis concrètement, comment vous placez aujourd'hui sur ce cycle de l'achat innovant? Donc quelques mots sur UniAchat. Donc UniAchat, c'est aujourd'hui un réseau de 800 hôpitaux qui travaillent avec UniAchat qui leur confie une partie de leurs besoins, pas la totalité, mais une partie. C'est un réseau qui est complètement immergé dans les hôpitaux puisque l'ensemble de nos équipes achats sont positionnées dans des hôpitaux spécialisés sur des thématiques et à proximité des utilisateurs et des patients, donc les médecins, les soignants, et on en reparlera, et puis le management, les experts techniques. Donc c'est effectivement un volume d'achat qui est assez important, pour plus de 4 milliards cette année, beaucoup de médicaments, quelques sujets innovants qui ne sont pas catégorisés dans des modalités particulières, puisque comme ça a été rappelé, l'innovation traverse l'ensemble de l'activité hospitalière. Et effectivement, je confirme qu'on aimerait aussi avoir beaucoup d'innovations sur la restauration, les activités hôtelières, parce que là, on construit de l'expérience patient un peu innovante. Alors l'innovation chez UniAchat, c'est des sujets un peu anecdotiques, c'est acheter des draps qui rétrécissent pas. Alors ça peut paraître savoureux, mais sachez que quand vous lavez souvent les draps qui rétrécissent de 15%, leur surface, ça peut être compliqué pour faire les lits. Donc c'est des choses de cette nature. C'est aussi, et comme cela a été indiqué, rencontrer beaucoup de porteurs de projets, beaucoup d'entrepreneurs, et les accompagner dans le calibrage et la mise au point dans l'ensemble de leurs projets. Souvent, on a une technologie ou une idée, mais il faut la mettre en synergie, et j'y reviendrai un peu plus tard, avec le service rendu aux patients, mais pas uniquement, aux médecins, aux soignants, un modèle économique qui soit intéressant pour l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire qui soit intéressant pour l'hôpital, qui soit en cohérence avec son modèle économique, et qui permettent aussi de construire la soutenabilité de l'entreprise que l'on croise. Parce que ça, c'est accompagner une entreprise, c'est aussi lui dire qu'éventuellement, on peut avoir un regard critique sur son modèle économique et que l'accompagner, c'est aussi lui garantir une capacité à pouvoir développer son projet, à le rendre solvable, à lui garantir un accès au marché durable. Et donc, c'est aussi les garanties qu'on peut apporter aux hôpitaux. Aujourd'hui, pour UniAchat, c'est pas seulement identifier en fait des projets et les retenir, c'est vraiment les accompagner, les aider dans la création de leur business model. Oui, c'est qualifier un projet, parce qu'effectivement, les hospitaliers qui travaillent avec nous, on pense que leur apporter une qualification sur un projet, c'est leur apporter une garantie, au-delà de la question juridique. Mais c'est aussi parfois accompagner des entreprises, et je pense à un exemple. Par le passé, nous avons été jusqu'à faire des avances sur recettes pour aider au démarrage de la production. C'est-à-dire que ça, on peut le faire. Ce n'est pas toujours des sommes extraordinaires, mais c'est le petit levier qui permet de passer du prototype à la production et une production un peu industrialisée. Alors, l'avance sur recette, ça me fait penser à l'UGAP. C'est quelque chose que vous avez mis en place, c'est ça?
Alors, merci. Quelques mots. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des entreprises innovantes et nous en avons rencontré beaucoup et que finalement, le choix ou la stratégie d'une centrale d'achat, c'est comme l'UGAP, c'est d'apporter de la valeur ajoutée, tant, j'allais dire, au secteur public que nous servons et pas uniquement hospitalier. Je reviendrai sur ce point parce que je crois que l'innovation n'a de sens que si elle traverse l'ensemble du parcours. Et l'exemple qu'on a aujourd'hui sur les pompiers est important, et c'est la force aujourd'hui de l'UGAP d'être à la fois toute fonction publique et d'avoir ce regard sur l'innovation tant dans l'État, les collectivités, le secteur hospitalier, et que d'être sur un portfolio très large qui couvre le digital, les véhicules, l'informatique, le médical, parce qu'une innovation isolée, certes performante, ne contribuera pas à l'efficience de la chaîne de valeur si à un moment d'autres éléments de la chaîne n'ont pas d'innovation. On parle beaucoup d'ambulances connectées, ça a du sens, mais si à un moment l'hôpital n'a pas évolué au bout, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est vrai que ce point-là est un point important. L'UGAP, vous le savez, règle ces 680 fournisseurs en direct par notre modèle de centrale d'achat grossiste qui nous différencie, et les règles à 30 jours, voire via de la facturage collaboratif, les règles en 3 jours. Et aujourd'hui, ce que beaucoup d'entreprises innovantes nous ont dit, c'est que le rôle d'une centrale d'achat, c'est bien sûr de nous détecter, bien sûr de nous dispenser du code, bien sûr de nous ouvrir des portes, bien sûr de nous permettre de nous exprimer. Cette solution est actuellement présentée au congrès Secours Santé à Toulouse sur le stand de l'UGAP, et c'est aussi le rôle d'une centrale d'achat d'apporter, j'allais dire, eh bien, ces moyens commerciaux et marketing, mais avant tout, ce qu'attend une entreprise comme IMP, c'est que les 27 dispositifs que nous avons commercialisés, c'est qu'à un moment, ils lui soient payés, j'allais dire rapidement, très rapidement, pour pouvoir continuer à faire de la recherche et développement, pour pouvoir continuer à fabriquer. Et beaucoup d'entreprises innovantes se sont aussi tournées vers l'UGAP pour ce point-là. C'est de dire, nous ne pouvons pas, et vous l'avez dit, monsieur le directeur, très bien, aucune entreprise innovante ne peut vivre de la caution uniquement, du POC, ou d'un article de presse. Et qu'à un moment, tout ça, il faut le dire, est lié au business, est lié à une activité commerciale, et que si on veut que l'innovation perdure, il faut que l'entreprise que l'on accompagne ait une chance de perdurer, notamment en matière de trésorerie. Alors, il y a un autre point qui m'interpelle que tu as dit, c'est que vous essayez aussi de construire des offres plus globales, c'est-à-dire de faire travailler des produits entre eux, des services entre eux. C'est important, c'est-à-dire que ce que l'on a vu, l'UGAP a, il y a maintenant plus de 5 ans, considéré l'achat innovant comme un élément majeur, même si aujourd'hui tout achat se doit d'être innovant. On parle beaucoup de l'achat innovant et des startups, mais aujourd'hui une entreprise qui naturellement n'innove pas, startup ou pas d'ailleurs, j'allais dire, aura de toute façon quelques difficultés à perdurer sur son marché. Nous avons structuré cette stratégie il y a maintenant 5 ans avec un certain nombre, une direction qui est dédiée à ce sujet-là, et nous avons très vite considéré que l'innovation n'était pas un sujet isolé. Que globalement, lorsque l'on parle du bien vieillir, il faut en discuter avec le conseil départemental. Lorsque l'on parle du secours, il faut tant en parler, j'allais dire, aux SDIS, aux pompiers qu'à l'hôpital. Et donc, nous avons aujourd'hui essayé de développer dans notre sourcing, dans la prospection, dans la rencontre que nous faisons avec les entreprises, nous essayons de voir en quoi cette innovation sert l'ensemble de la fonction publique et comment elle s'inscrit dans une chaîne de valeur qui n'est pas liée obligatoirement au donneur d'ordre ou au bénéficiaire final, mais bien à un moment, à un parcours. Et quand on parle aujourd'hui de territoire de santé, de GHT ou de parcours de santé, j'allais dire, personne ici ne peut considérer, j'allais dire, que l'hôpital peut être le seul acteur de cette chaîne de valeur. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est un point important et c'est un point de différenciation de l'UGAP d'avoir cette capacité à être au contact des maires, des présidents de région, de départements, des pompiers, de l'armée, de l'État, pour se dire à un moment, nous allons aller sur des sujets d'innovation qui, in fine, au bout de la chaîne, auront apporté au service public une valeur ajoutée. Merci. Alors, on l'a dit, hein, l'innovation, c'est les grands groupes et c'est les startups. Bien évidemment, ça ne s'aborde pas de la même manière. Les grands groupes ont plusieurs fois fait leurs preuves. Qu'est-ce que vous apportez aux startups concrètement, au RESA, pour justement peut-être qualifier mieux l'offre et mieux répondre aux attentes des hospitaliers ? Alors, au niveau du RESA, on a, je dirais, une particularité déjà, c'est qu'on est une centrale d'achat, mais on n'est pas qu'une centrale d'achat. Et on se positionne vraiment dans l'accompagnement de la transformation globale. Et donc on a décidé de construire un modèle un petit peu différent, on va dire, en ayant une cellule dédiée d'innovation, qu'on appelle le centre de l'innovation, qu'on va vous présenter dans quelques minutes, qui est vraiment un département indépendant de la centrale achat. Pour se dire quoi ? Et là je vais un peu rebondir sur les différentes interventions que j'ai entendues. Pour la première était celle de Stéphane, qui nous parlait qu'il y avait 2 catégories d'hôpitaux, ceux qui sont submergés par les startups et ceux qui ne les voient jamais. Ben là, nous, on va vraiment pouvoir se positionner justement pour répondre à ces 2 attentes. Pour ceux qui sont submergés, on va se positionner comme un tiers de confiance. C'est-à-dire que c'est nous qui allons pouvoir précanaliser
les startups en fonction de la thématique qui nous sera proposée par l'établissement. Donc, si Stéphane vient de dire, voilà, on a un problème sur la restauration, on considère que c'est quelque chose d'important, on n'a pas trouvé, nous, de solution innovante pertinente, nous, on va pouvoir, grâce à notre centre d'innovation, préqualifier certaines entreprises et les apporter. Donc on va pouvoir aider aussi les startups en disant, voilà, on a des établissements qui nous ont soumis cette problématique, on sait que potentiellement il y a un marché, et on peut y répondre. Pour ceux qui ne voient jamais les startups, de la même façon, on va là pouvoir être publié, on va pouvoir aider en informant ces établissements qu'il existe sur certaines thématiques qu'on a pu identifier, des startups qui existent qui peuvent apporter de la valeur. Le point là, Monsieur Hannet nous disait tout à l'heure qu'il avait une innovation de rupture, et donc ça pouvait être compliqué aussi pour les établissements quand on était dans une situation de rupture de pouvoir faire accepter par des établissements de prendre cette innovation. Ben, nous, on considère justement que ce centre d'innovation en tant que tiers de confiance peut répondre à cette problématique. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir aussi dire aux établissements, on est issu du monde hospitalier, on travaille en permanence avec des établissements, et le fait de l'avoir testé avec plusieurs établissements, on va pouvoir faire de la communication dessus en disant, bah, nous on y croit, on l'a testé, on l'a évalué avec des normes, avec des registres qui sont clairs, et comme ça derrière on va pouvoir publier, aider ces startups qui ont une innovation de rupture à pouvoir les accompagner vraiment sur tout leur champ de développement. Alors, une dernière question avant qu'on passe à vos présentations d'éléments concrets de démarches que vous avez mis en place. Aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt les startups qui viennent vous voir en vous disant je veux intégrer l'hôpital, ou est-ce que c'est plutôt les hôpitaux qui viennent vous voir? Alors ça sera la même question pour tous les trois, hein. Ou est-ce que c'est plutôt les hôpitaux qui viennent vous voir et qui vous disent bah, moi j'ai un besoin là-dessus et trouvez-moi des solutions? Alors, je répondrai bien les deux bons capitaines, mais je vais même aller plus loin. On dit innovation, c'est les startups. Pour moi, innovation, c'est plus largement que les startups. Et quand on a voulu tester justement ce concept du centre de l'innovation, on est allé voir les différents acteurs, les startups ou les incubateurs, les pépinières et autres qui pouvaient avoir un certain nombre de startups dans leurs équipes ou dans leurs incubateurs, les grands groupes et les hôpitaux. Et puis on leur a posé la même question. Ben, finalement, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui semble important? Est-ce que ça peut apporter de la valeur? Et la réponse a été unanime, quelle que soit la catégorie, on va dire. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les trois viennent nous voir. Parce qu'ils ont tous un besoin d'avoir justement cet intermédiaire, cette plateforme d'intermédiation entre l'industriel et l'hôpital pour pouvoir à la fois aider, fluidifier et apporter une caution des deux côtés. Donc aujourd'hui, je dirais pas plus les uns que les autres, on les voit tous, et suivant certains ont des problématiques, Stéphane parlait de l'association, voilà, on voit des hôpitaux qui vont dire, bah, voilà, nous on a des problématiques, aidez-nous là-dessus. Donc on va pouvoir aussi agréger voilà, autour de plusieurs hôpitaux les mêmes thématiques, c'est-à-dire voilà, on va porter ensemble un message sur cette thématique. Évidemment, les startups, maintenant, ça fait quelques mois, nous connaissent énormément, et via ces incubateurs hôtes, viennent taper à la porte tous les jours. Monsieur Carrière? En réfléchissant à la réponse que j'allais vous délivrer, je me pose la question, est-ce qu'il y a des hôpitaux qui sont venus nous voir avec des demandes particulières? En fait, ce qu'on observe, c'est comme on est très implanté, très, très présent à proximité des hôpitaux, on s'aperçoit que le plus souvent, on capte des expérimentations qui sont faites ici ou là. Et la démarche, elle consiste à sortir de l'expérimentation pour passer à l'industrialisation, ce qui permet véritablement aux entrepreneurs de décoller et de conduire leur projet d'entreprise. L'innovation est toujours un peu caricaturée autour de l'intelligence artificielle, le data analysis, etc. Oui, certes, il y a probablement une révolution industrielle qui est à l'œuvre. Les économistes ou les historiens de l'économie nous le diront dans 20 ans. Fondamentalement, l'innovation, c'est un processus qui traverse toutes les activités, toutes les technologies. Ce qui est sûr, c'est que l'innovation, elle se construit en combinant plusieurs innovations. Il y a les innovations technologiques, celles dont j'ai parlé, puis d'autres, mais il y a surtout les innovations organisationnelles. Et c'est la combinaison de l'organisation et de la technologie qui fait progresser l'ensemble du système. Et puis il y a aussi la transformation de la vision qu'on porte sur l'hôpital. On parlait autrefois de l'hôpital et de la ville, avec un mur, une muraille, comme le rideau de fer entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. À partir du moment où vous faites tomber la ville, où vous dites le modèle économique, il est dans l'hôpital, mais aussi à l'extérieur de l'hôpital, où il y a des indicateurs et des politiques publiques qui tendent à fortement mélanger tout cela, vous ouvrez des espaces de solvabilisation pour ces entreprises qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et là, vous vous rendez bien compte que la technologie ne suffira pas, qu'il faut de l'organisation, qu'il faut du modèle économique, qu'il faut des indicateurs, il faut des forces de vente, il faut repenser éventuellement l'ensemble du dispositif. Et l'innovation, elle est dans cette agitation collective
qui va nous permettre effectivement d'inventer et surtout de répondre à des politiques publiques, ce qui est quand même le début du commencement et notre légitimité. On sert des politiques publiques qui sont inscrites dans l'organisation du système de soins. Merci beaucoup. Bastien. C'est une question toujours difficile, mais pour être très franc et pour y répondre, avec l'expérience que l'établissement et que l'UGAP a, nous avons eu beaucoup, bien sûr, d'entreprises, de par notre modèle, qui nous ont ces dernières années sollicité, aidés parfois aussi par des institutionnels comme la FHF ou d'autres, qui ont dit à un moment allez voir l'UGAP, allez voir les centrales d'achat. Je crois que nous avons eu beaucoup d'entreprises avec d'excellentes idées qui sont venues nous voir, comme vous l'avez fait vous. Je crois qu'il est très difficile pour un acteur public, alors on parle beaucoup de l'hôpital, mais c'est vrai des collectivités ou de l'État, de spontanément réclamer de l'innovation. C'est-à-dire qu'on parle de conduite du changement, de transformation des organisations. Et même d'un point de vue personnel, j'allais dire souvent, on va faire évoluer, nos achats en fonction d'une offre. Parce que le changement n'est pas naturel, la conduite du changement n'est pas naturelle. Et donc aujourd'hui, il est vrai que beaucoup d'entreprises sont venues nous voir en disant on pense que ce que nous faisons va apporter au service public de la valeur. Et c'est à nous, on a fait beaucoup de conventions, beaucoup d'animations dans les territoires, nous avons souvent mis ensemble les acheteurs publics et les entreprises innovantes pour un moment essayer de voir s'il y avait un vrai rapprochement entre une offre et une demande. Mais dans les faits, nous avons été davantage sollicités en masse, en volume, par les entreprises qui innovaient, par l'offre, que par la demande. Et nous avons beaucoup travaillé à l'UGAP sur, l'analyse de ces solutions innovantes, sur la détection, sur leur qualification, sur leur intérêt. C'est ce qu'on a beaucoup apporté aux entreprises innovantes en disant mais ça n'a aucun intérêt, ça a de l'intérêt. Mais je pense que voilà, le changement est souvent beaucoup plus naturel dans les entreprises qui innovent, qui sont plus disruptives que chez la personne publique qui voit encore beaucoup, et je pense certains ici peut-être approuveront, l'innovation comme un risque davantage que comme une opportunité. On voit aujourd'hui le problème de l'achat public innovant, les 2% d'achat public innovant à échéance 2020 pour les hôpitaux et les collectivités. On voit bien que ce n'est pas naturel. C'est-à-dire on se dit on va acheter innovant pour soutenir une entreprise, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire aucun acheteur public ne doit acheter innovant pour soutenir une entreprise. Il doit d'abord acheter innovant parce que cette innovation va contribuer à l'efficience des missions qu'on lui demande d'opérer et que cette innovation, elle est intéressante d'un point de vue réglementaire, elle est intéressante d'un point de vue attractivité, et puis in fine, ne l'oublions pas, elle est intéressante d'un point de vue économique. C'est-à-dire que la première chose aujourd'hui que nous demandent les hôpitaux lorsqu'ils nous sollicitent sur l'innovation, c'est en quoi cette innovation à l'UGAP, elle va me coûter tant et elle va me rapporter tant. Et aujourd'hui, innovation ou pas, il y a quand même un élément clé in fine de tout ça, c'est que tout ça rentre dans des budgets, rentre dans un modèle et contribue in fine à l'efficience du service public et à des économies. Donc voilà, donc je crois que il y a des fondamentaux. On peut parler d'innovation de start-up, mais derrière il y a des fondamentaux qui restent ceux de l'achat public, des enjeux juridiques, des enjeux économiques, et ça je crois qu'il ne faut pas obligatoirement les oublier. Voilà. Alors on va finir avec toi Stéphane. Justement, quand tu prends une décision d'achat aujourd'hui, quels sont, le mot est évoqué, quels sont tes fondamentaux, sur quoi tu te bases en fait? Quand un dirigeant hospitalier prend une décision d'achat, ce qu'a évoqué Sébastien Topiac est tout à fait vrai. Il mélange toute une série d'éléments dans lesquels le contexte économique est extrêmement prégnant aujourd'hui. Mais si on veut justement dépasser ce contexte, et puis après il y a des considérations juridiques, mais si on veut dépasser cet élément économique et qu'on veut rendre l'acte d'achat encore plus central dans le processus de transformation des hôpitaux, ce que moi je crois, il faut amplifier la relation du monde hospitalier à tous les innovateurs de ce pays. Et en ce sens, je m'excuse pour les centrales d'achat, parce que peut-être qu'après ils vont être submergés de demandes après mon propos, mais j'espère pour vous. Je suis intimement persuadé qu'aujourd'hui, la France a un système d'achat public, en tout cas hospitalier, extrêmement bien structuré. Les centrales d'achat, elles sont aujourd'hui concurrentielles, c'est tant mieux. Elles se développent toutes. Le RESA, que je connais mieux, a une croissance du chiffre d'affaires extrêmement importante, et c'est tant mieux. C'est de la sécurité juridique, c'est de la sécurité économique, c'est de la massification, et c'est très bien. Et donc, moi, j'ai envie de dire, et c'est ce qu'on a dit aux acteurs du RESA et aux équipes du RESA et qui se sont mis là-dessus, moi, j'ai envie de dire aux centrales d'achat, ayez un degré d'ambition dans cette recherche des innovateurs du pays très forte. Allez les chercher si on veut dépasser le stade des expérimentations ou du B2B. Moi, à Créteil, je n'ai pas besoin de la centrale d'achat, à la limite, pour avoir des startups qui viennent me voir. Mais
si on veut avoir une homogénéité dans le pays d'un processus de transformation, là, on a besoin des centrales d'achat. Et en ce sens, et moi je suis content que les équipes du RESA aient eu ce projet de centre de l'innovation par les achats, parce que je pense que l'enjeu, c'est de dépasser, comme l'a dit Bruno, les expérimentations qu'on va chercher, qu'on va attraper en disant « Ah tiens, c'est bien », puis on en fait quelques articles, et puis on dit « C'est bien », mais de les généraliser. Et l'innovation, c'est pas que la start-up qui va ouvrir la porte toute seule au bloc opératoire. C'est aussi les marchés à coûts globaux, les marchés d'accompagnement sur des processus de transformation globaux, c'est aussi l'accompagnement juridique, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, une centrale d'achat, elle peut le faire, c'est l'option qu'a pris le RESA, elle peut le faire, elle doit le faire, et c'est comme ça que les hospitaliers, ils y retrouveront un avantage. Et je vais terminer par un petit mot, une petite plaisanterie, je vais vous livrer une confidence. Les hospitaliers, ils sont, mais peut-être le savez-vous, si vous n'êtes pas que des hospitaliers, les hospitaliers, ils sont inquiets et ils peuvent être grégaires. Ils se font confiance entre eux. La première question qu'on pose à une start-up quand elle vient nous voir, c'est où est-ce que vous êtes déployé? Avec qui vous travaillez? Et en ce sens, quand une start-up nous répond « j'ai un contact avec une centrale d'achat » ou « je commence à être envisagé d'être référencé », pour nous hospitaliers, ça devient un sésame. Moi je pense que pour les centrales d'achat, c'est à méditer. Ça devient un sésame. Donc il faut investir le champ et c'est ce que le RESA a souhaité faire et moi je trouve ça vraiment très bien. Merci beaucoup. Alors on va maintenant passer à des présentations plus concrètes d'actions que vous avez menées avec des startups ou d'autres actions qui ont déjà été évoquées. Alors on va commencer avec l'UGAP. Merci beaucoup. Alors bien sûr, on ne va pas s'attarder sur ce sujet, je l'ai déjà évoqué, hein, j'allais dire la force d'une centrale, enfin, quelle qu'elle soit d'ailleurs, bien évidemment, c'est, je crois, de servir l'innovation au plus grand nombre, et vous l'avez très bien dit, l'innovation n'a de sens qu'à un moment parce qu'elle ne reste pas isolée dans une collectivité ou un hôpital. Et donc le rôle d'abord d'une centrale d'achat, c'est de déployer nationalement, voire au-delà d'ailleurs, ces innovations. L'UGAP a réalisé en 2018 près de 124 millions d'euros d'achats innovants et naturellement massivement dans le secteur de la santé. Donc je veux dire, ça conforte notre présence et notre invitation parce que la santé est aujourd'hui le secteur d'activité qui a le plus besoin d'innovation. Parce que l'équation qu'a aujourd'hui l'hôpital est probablement de toute la fonction publique la plus compliquée en matière d'accès, en matière budgétaire, en matière d'innovation, en matière de rupture, en matière d'attractivité patient, en matière d'attractivité médicale. Mais vous voyez, nous innovons aujourd'hui sur beaucoup de sujets, donc avons réalisé près de plus de 3%, 3,5% du montant total de nos achats dans le domaine innovant. Quand je dis 124 millions, au-delà, c'est 124 millions qui ont été payés, facturés et payés à 30 jours, j'allais dire, à de très nombreuses entreprises innovantes. Alors, tout d'abord, ce qui est très important, c'est que, et on le verra avec cet exemple, c'est que si nous y sommes allés sur ce sujet-là, c'est que nous avions l'assurance de servir un besoin et de servir un client. C'est-à-dire quand nous avons lancé ce projet, cet appel d'offres, et on reviendra sur les sujets juridiques, c'est que nous avions l'assurance que le lendemain de la notification de ce marché, ou du marché sur cette solution, nous aurions des commandes. J'allais dire, une centrale d'achat aujourd'hui ne peut pas partir dans le vide sidéral, investir de l'expertise, du temps, des marchés publics, j'allais dire apporter une caution à une solution si elle n'a aucune assurance ou un minimum d'assurance que le lendemain que cette solution va être sur le marché, eh bien les early adopteurs sont déjà là parce que sans early adopteurs, la centrale d'achat ne peut rien, on l'a dit, aucune centrale d'achat ne crée un marché, une centrale d'achat est un catalyseur de l'achat. Alors son rôle c'est bien sûr d'apporter une caution, on l'a vu, de permettre à l'entreprise de se recentrer sur sa valeur, permettre à chacun de se recentrer sur ses missions et sa valeur ajoutée. Et je crois que ça permet à l'entreprise de se consacrer à la R&D et à son produit plus qu'au marché public, et ça permet aussi à l'hôpital, monsieur l'évoquait, aussi finalement d'accéder plus rapidement à des innovations qu'il considère importantes pour son fonctionnement. Donc c'est très important. Alors c'est vrai que nous le disons souvent, l'UGAP opère dans un contexte concurrentiel et sans subvention. C'est très important de le dire parce que ça veut dire que l'UGAP n'a pas vocation à avoir des innovations pour décorer un catalogue ou pour décorer un placard de marché. Ça veut dire que le rôle d'une centrale d'achat aujourd'hui, lorsqu'elle vit de ce qu'elle vend, c'est bien sûr de s'assurer que l'innovation qu'elle va apporter, elle va se vendre, elle va apporter de la valeur ajoutée et elle va surtout apporter la valeur ajoutée à une entreprise. Parce que, on le dit souvent ensemble, on a intégré à l'UGAP des innovations qui n'ont pas marché, on a pris des risques sur des sujets. Eh bien, personne n'est content.
L'UGAP n'est pas contente, mais l'entreprise, elle dit, je suis bien dans votre catalogue, je fais des salons, mais j'ai toujours pas de commandes, toujours pas de chiffre d'affaires. Et donc, il faut, voilà, le but premier quand même, c'est que tout ça soit concret. Alors, l'autre point, c'est que souvent, on voit les centrales d'achat comme un acteur de massification, c'était évoqué tout à l'heure. Alors, l'innovation se massifie. Souvent, on nous dit, bah oui, mais l'UGAP, vous allez sur des sujets de niche. Mais quand vous permettez à une entreprise innovante de vendre à tous les pompiers de France, même 30, 40, 50 unités, c'est une massification à l'échelle de la start-up. C'est une massification à l'échelle du SDIS. Ce n'est pas 10 000 exemplaires, 15 000. Et ça veut dire qu'une centrale d'achat comme l'UGAP doit aussi massifier, et en permettant à tous d'accéder immédiatement à la solution innovante, eh bien, elle répond aux enjeux que le directeur d'hôpital vous évoquiez. C'est bien de permettre l'égalité d'accès aux soins, ou de permettre l'égalité d'accès au secours. Aujourd'hui, le rôle d'une centrale d'achat, quelle qu'elle soit, c'est bien de diffuser l'innovation et de permettre à toute la sphère publique, quel que soit le territoire, quel que soit, j'allais dire, parfois la compétence ou l'expertise, de se doter très vite de l'innovation pour assurer à l'ensemble des patients ou du citoyen, j'allais dire, le même accès à l'innovation. Et ça, je crois que c'est important. Alors, le rôle de la caution est très fort, vous le disiez. Lorsque l'UGAP retient une solution, tout le monde pense que c'est une bonne solution. Alors ce n'est pas toujours le cas, il faut faire preuve d'humilité comme toujours. Ce n'est pas parce qu'une innovation à l'UGAP qu'elle est obligatoirement bonne, c'est que nous pensons à un moment qu'elle répond à un besoin et nous nous trompons. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, avant d'aller vers une innovation, avant de lancer un appel d'offres, avant de retenir une solution, on sait qu'une fois qu'on va la déployer, on va apporter une caution si forte. Il ne faut pas se tromper, parce qu'à un moment on trompe l'hôpital, on trompe le SDIS, on trompe la collectivité qui pensait que l'UGAP avait fait un excellent choix. Donc ça, voilà, c'est important parce que souvent, on voit dans les centrales d'achat, finalement, une forme de Graal, tant dans l'entreprise que parfois chez nos clients. Et attention, c'est pas parce que c'est à l'UGAP qu'obligatoirement, ça va se vendre par milliers, qu'il faut tout de suite, j'allais dire, acheter un siège social, toujours avec beaucoup d'humour, et des voitures de fonction. Que je dis à des patrons de start-up qui disent que je vais être à l'UGAP, ça y est, je vais pouvoir aller à la BPI. Non, attendez un petit peu quand même. Voyons si tout ça fonctionne. Allons-y doucement. Le rôle d'une centrale, c'est de faire une veille aussi, nationale et internationale. Cette innovation existe-t-elle ailleurs? Et ça, c'est aussi l'intérêt d'une centrale d'achat. Et donc, on a parlé de la caution. Alors, comment s'est passée cette aventure pour revenir très vite au concret? Alors, nous avons tout d'abord, l'UGAP, une relation historique avec les SDIS, en général, les pompiers, et la BSPP, donc les pompiers de Paris. Et donc, nous travaillons étroitement, souvent, nous nous rencontrons pour connaître les attentes, les besoins des pompiers. Et nous avons à un moment rencontré Samuel Mercier, qui est l'inventeur du Medpac et qui, surtout, est un utilisateur. Quand l'inventeur et l'utilisateur, c'est déjà un élément qui est assez intéressant pour la centrale d'achat, c'est qu'on se dit qu'avec son vécu de terrain, s'il a inventé ce dispositif, vous en parlerez mieux que moi, c'est que probablement ça répond à un besoin ou à un usage qui est mal couvert. Alors nous nous sommes rencontrés en septembre 2016, vous avez raison, ça a été long, mais ce que je dis, quand on y va, on y va. On ne peut pas y aller et puis repartir. Donc nous nous sommes rencontrés, nous avons eu un rendez-vous, nous avons sourcé, nous avons regardé s'il existait d'autres solutions sur le marché, et puis nous avons identifié un besoin client, nous avons travaillé avec la BSPP et nous avons décidé de lancer un marché public, puisque, on le disait tout à l'heure, même si la solution de Medpac peut être vendue sous les seuils, à un moment, les seuils sont atteints. Et donc, c'est un frein, vous le disiez très bien tout à l'heure, et on reste dans l'essai, on reste dans le POC, et donc ce qui rassure une entreprise, c'est qu'elle peut accéder à toute la fonction publique sans limite de montant, sans limite de volume, et c'est ce qu'a porté l'UGAP. Alors, certains nous auraient dit, pourquoi n'avez-vous pas fait un partenariat d'innovation? Pourquoi n'avez-vous pas fait un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence sur brevet? Eh bien parce que nous avons, et ça c'est une pratique assez forte de l'UGAP, nous considérons que nous n'avons jamais une totale certitude du caractère unique de l'innovation. Et donc nous pratiquons beaucoup à l'UGAP d'ailleurs l'appel d'offres et le marché assez traditionnel, et nous avons tout simplement, dans le cadre d'une procédure, initié un lot dans un appel d'offres ouvert, nous l'avons publié, et nous avons eu, j'allais dire, une réponse. Et nous n'en avons eu qu'une. Alors je rassure les acheteurs dans la salle, c'est pas parce que vous n'avez qu'une réponse à un marché public qu'il faut le déclarer, j'allais dire, sans suite. J'allais dire, le droit vous permet de retenir une entreprise qui répond à un marché public, même si elle est toute seule. On ne peut pas reprocher à une entreprise d'être la première, d'innover,
et de proposer une solution pertinente à un cahier des charges. Ce qu'on reproche à l'acheteur public, c'est d'avoir fermé son cahier des charges pour que seule cette entreprise réponde. Mais nous n'étions pas dans ce cas de figure, et donc nous avons fait l'appel d'offres, nous avons analysé l'offre, nous avons justifié le choix, et donc en mai 2018, donc cette solution donc, est apparue au catalogue de l'UGAP avec un long travail commercial, marketing, référencement. Voilà un petit peu le cheminement, ce qui veut dire près de 18 mois entre la première prise de contact et la concrétisation du marché à l'UGAP. Et ce sont 18 mois utiles. Ce n'est pas que l'UGAP a été lente, c'est qu'à un moment, c'est un processus de validation, je veux dire, aussi bien chez nous, d'intérêt, de pertinence, de droit, de choix et de déploiement commercial et marketing. C'est nous qui avons signé le marché, c'est nous qui l'exécutons, c'est nous qui référençons le produit, c'est nous qui allons le promouvoir, c'est nous qui allons le vendre. Et donc, naturellement, nous avons un processus de déploiement commercial et marketing qui est propre à la centrale d'achat. Alors, je vais vous laisser maintenant présenter en quelques minutes le dispositif et puis peut-être témoigner concrètement aujourd'hui de sa diffusion et des apports de cette solution au sein du service public. Merci. Donc, vous avez sous les yeux le Medpack. Donc, le Medpack, c'est quoi? C'est un dispositif compact qui est destiné aux équipes en hospitalier, donc essentiellement les SDIS, ambulances de réanimation et également les SMUR. Alors, pourquoi ce truc bizarre-là, ça existe? Tout simplement parce que Samuel Mercier, qui est infirmier urgentiste à la brigade depuis maintenant de très nombreuses années, faisait le même constat intervention après intervention. C'est le chaos. Quand vous intervenez en hospitalier, vous mettez tout par terre, vous demandez à un collègue de tenir la perf, vous demandez à un autre collègue de trouver de quoi éclairer la zone de soins. S'il pleut, je ne vous raconte pas, les ampoules elles sont par terre, etc. Alors ça peut plaire, hein, sauf qu'aujourd'hui, ce sont des conditions qui n'ont pas évolué depuis des années. Et donc lui, en tant qu'infirmier urgentiste, mais aussi préventionniste, il s'est dit, à juste titre je pense, que si un jour un certain comité Klein débarque en hospitalier, on va bien rigoler. Et donc, il y a moyen aujourd'hui de travailler de façon beaucoup plus convenable, propre, efficace et avec une constante opérationnelle. Donc, c'est le Medpack qui vous permet en quelques secondes, hein, tout simplement de porter les perfs. Ça apporte un éclairage très puissant sur la zone de soins. Et à l'intérieur de cette petite boîte, on peut traiter 85% des cas usuels en intervention. Parce que finalement, quand vous voyez les pompiers ou les SMUR arriver avec des sacs qui font 25 kg et qui leur cassent le dos, très souvent, à l'intérieur de ces sacs, il y a trop de choses par rapport aux besoins de l'intervention. Donc l'idée, c'était de réunir dans ce dispositif compact de quoi tout simplement traiter l'essentiel. Et donc en termes d'ergonomie, c'est très important. Alors aujourd'hui, le premier acheteur, c'est évidemment la brigade, puisque toutes les ambulances de réanimation sont équipées. Alors d'autres SDI sont suivis, la liste est ici, la sécurité civile également, l'ENSOP, c'est important pour nous. Alors, j'aimerais revenir sur le côté grégaire justement des acheteurs. Moi, je tendrais un petit peu à le nuancer. Encore une fois, naïvement, je me disais, la brigade s'est équipée, la brigade c'est le top, c'est l'élite, tout le monde va suivre. Grave erreur. C'est pas que les gens ne sont pas intéressés par le Medpack, bien au contraire, c'est que justement la brigade est vécue comme une unité d'élite, donc avec un matériel peut-être réservé, ce qui est faux. Le SDIS de la Creuse peut très bien s'équiper de Medpack. Les conditions de travail sont absolument les mêmes, que vous soyez en zone rurale ou sur la plaque parisienne. Mais il y a des sortes d'effets de, je sais pas, de retenue naturelle qui font qu'aujourd'hui, alors après il y a d'autres effets également. Brigade, c'est Paris, donc Paris c'est autre chose. Véridique, hein, je le vis, hein, donc faut quand même pas croire que ce soit simple tous les jours. Donc c'est un long travail, heureusement qu'on est épaulé pour le faire, de convaincre les gens. Une erreur également qu'on avait faite, je tiens à vous le dire parce que c'est intéressant pour le retour. Les gens nous disaient, bon, votre truc ça a l'air sympa, mais on ne le connaît pas, donc on veut le tester. Ah ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Gracieusement, on va prêter le matériel. Ça, il ne fallait pas le faire. Pourquoi? Parce que comme c'est une innovation de rupture, il faut un peu s'approprier la bestiole. Mais quand vous êtes urgentiste et que vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas le temps de bien comprendre comment ça s'ouvre, comment ça se ferme, à quoi elle sert exactement. Donc, dans un mouvement de rage et de dépit, vous la posez à côté et vous reprenez votre sac initial. Et donc, vous voyez, là, on est en train de pivoter, on est en train de se dire, les prêts gracieux, c'est terminé. Maintenant, il faut que quelqu'un monte dans le camion, dans le SMUR ou dans le SDIS avec
les urgentistes pour leur montrer, j'allais dire, in vivo, à quoi sert exactement le MedPack et en quoi il améliore les conditions de prise en charge en extra-hospitalier. Voilà, alors quelques photos rapides. Hein. Donc, bon, voilà, un accident sur le périph', une dame qui fait son arrêt, un exercice NRBC sur le côté à droite, une intervention sous le métro. Alors, c'est là qu'on voit que le MedPack, c'est vraiment bien parce que, eh ben, en fait, vous pouvez vous faufiler sous le métro avec les tablettes sous le bras et avec l'éclairage. Et ça, franchement, ça change beaucoup de choses pour ceux qui doivent vivre ce type d'intervention. Également, sauvetage déblaiement en bas à gauche. En fait, c'est un produit versatile. Il sert à beaucoup de choses. On a même aujourd'hui l'armée qui s'y intéresse, alors évidemment avec des adaptations, mais pour la chaîne en extra-hospitalier, c'est vraiment une révolution. Et puis des contacts également, puisque nous sommes ici avec des hôpitaux aussi qui, naturellement, peuvent trouver usage sur leurs services d'intervention sur ce type de sujet. Donc voilà un peu pour conclure et pour bien sûr ne pas prendre tout le temps de parole. Donc des choses très positives, c'est-à-dire des concrétisations. C'est ça, le rôle d'une centrale d'achat pour conclure, c'est que ça se concrétise. C'est qu'il y a des gens qui achètent et qu'il y a des gens qui utilisent l'innovation. L'innovation, s'il n'en a de sens que si elle est utilisée. C'est beaucoup de travail de conviction. C'est pas qu'un sujet de prix, c'est pas qu'un sujet même de dispense de marché public. C'est à l'UGAP, mais on voit le temps, d'ailleurs, que vous consacrez, à convaincre. Alors, une fois que les gens sont convaincus, c'est vrai que le fait de l'acheter tout de suite à l'UGAP, ça aide. Parce que repartir dans un cycle de marché public, on se réinterroge, on se repose des questions. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que ça a vraiment du sens? Donc, l'innovation, c'est souvent un coup de cœur dans l'usage. Et donc, si on peut immédiatement y aller, c'est sûr que ça aide grandement. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire. Un grand merci encore, en tout cas, pour le travail, pour cette innovation et le travail que vous faites, parce que nous sommes à vos côtés qu'un catalyseur et que finalement, c'est vous, entreprise innovante, qui portait la solution et qui l'a déployée. Cette présentation sera, je pense, diffusée. Vous y retrouverez un certain nombre de documentations et de vidéos. Merci à vous et merci à tous pour votre écoute. Monsieur Carrière. Bien, donc moi je vais vous montrer l'intérieur de l'hôpital. Donc on a une petite vidéo pour introduire le sujet, si on pouvait la lancer, s'il vous plaît. Faire progresser constamment les soins et l'efficacité des systèmes de santé, c'est l'ambition de MedTech Europe, l'association représentant l'industrie européenne des technologies médicales. Dans l'industrie médicale, 80% des technologies passent par les marchés publics, avec des règles fixées par la directive européenne relative à la passation des marchés publics transposée dans la loi française. L'approche de l'achat basée sur la valeur, c'est une méthode guidée par un dialogue structuré. Au lieu de penser en termes d'achat des produits et des coûts, il faut plutôt penser pour les critères d'attribution du marché en termes de la valeur que l'offre apporte pour les patients, à l'équipe hospitalière, à l'hôpital et pour la société. Des partenariats innovation peuvent se créer afin d'arriver à des solutions et des achats stratégiques. Dans cette approche, un des principes clés, c'est qu'on se pose d'abord la question « qu'est-ce qu'on veut acheter ?» Appliquer le principe MedTech, c'est l'ambition que s'est fixée Uniachat avec les établissements hospitaliers. Pour mieux comprendre comment cette démarche est appliquée, direction les Hospices Civils de Lyon, le deuxième CHU de France, avec une capacité de 5300 lits et places, 23 000 professionnels de santé et un budget annuel d'1,7 milliard d'euros. Les HCL et Uniachat se sont donc inspirés du principe MedTech pour la contractualisation d'une solution globale pour le réchauffement patient. Une procédure d'achat unique en France et en Europe est initiée. 60% des patients sont hypothermes, alors que 90% des patients sont réchauffés en péri-opératoire. Le deuxième point, c'est qu'en termes de monitorage des patients, on a actuellement des mesures qui sont très imprécises. Et le troisième point, c'est qu'on n'a jamais réussi à standardiser des prises en charge de nos patients en ce qui concerne la prévention de l'hypothermie. Il y a une solution globale, effectivement, et il faut profiter de la réflexion de la Société française d'anesthésie et réanimation
qui a émis donc des recommandations de bonnes pratiques sur le sujet de l'hypothermie en 2018, qui recommande effectivement une solution globale tout au long du parcours du patient, c'est-à-dire qui démarre de l'arrivée du patient dans les unités d'accueil jusqu'à la sortie du patient après la salle de réveil, en passant par le péropératoire, et une prise en charge qui est multifactorielle, c'est-à-dire qui repose à la fois sur des couvertures à air pulsé, sur le réchauffement des fluides, sur un monitorage adapté. La cible, clairement, c'est une température supérieure à 36,5 degrés tout au long de son parcours. Les bénéfices pour le patient de sortir du bloc opératoire à normotherme vont être sur la durée de séjour. Le patient restera moins de temps en salle de réveil et il sera beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable. À l'arrivée en salle de réveil, on mesure la température du malade par température soit tympanique s'ils sont déjà réveillés. S'ils sont encore endormis, souvent on va avoir soit des sondes thermistance œsophagienne, soit vésicales, qui vont nous permettre d'avoir une température centrale du malade. La démarche d'UniHA et des Hospices Civils de Lyon est originale car elle est basée sur des objectifs de résultats. Et en plus, elle est aisément transposable pour tout hôpital qui souhaiterait améliorer sa pratique de lutte contre l'hypothermie au bloc opératoire. La démarche peut être répliquée à chaque hôpital et même à chaque bloc opératoire de chaque hôpital par un mécanisme simple qui ne perturbe pas les procédures budgétaires. Chaque paramètre du marché pourra être personnalisé et ainsi, chaque équipe concernée pourra trouver la méthode la plus adaptée à son activité clinique et se sentir impliquée dans les protocoles mis en place. Contrairement à ce que nous faisons habituellement, nous n'avons pas noté les dispositifs proposés. Ils ont été présentés aux équipes du bloc et ensuite nous leur avons uniquement demandé s'ils seraient prêts à travailler avec ces matériels. Notre objectif global commun n'est pas que théorique. Il est demandé aux fournisseurs de s'engager sur un taux minimal de patients normothermes. Et ce taux, qui est donc contractuel, sera ensuite utilisé pour moduler le paiement en fonction de la performance atteinte. Bien, ce matin, je souhaitais vous proposer cette vidéo parce que elle est en fin de compte assez représentative de la façon dont on doit approcher l'innovation, de notre point de vue. C'est pas uniquement, comme on l'a dit tout à l'heure, une affaire de start-up, c'est multifactoriel, le terme a été utilisé, c'est une solution globale, c'est un parcours de santé, enfin, c'est un ensemble de critères, c'est un ensemble de cahiers des charges sur lesquels on doit s'inscrire. Et l'innovation dans l'exemple que vous avez vu, c'est pas nécessairement ce que on vous a présenté pour la prise en charge du patient, c'est aussi sur la modalité avec laquelle on a travaillé. Donc c'était un peu le prétexte pour vous donner quelques grilles de lecture. La première d'entre elles, c'est de revenir un peu sur l'initiative qui est portée par cette organisation qui s'appelle MedTech Europe et sur laquelle je souhaitais revenir. MedTech Europe, c'est en quelque sorte l'agrégation d'entreprises du secteur du dispositif médical et du diagnostic. En France, ils sont regroupés sous un syndicat qui s'appelle le SNITEM. Mais à Bruxelles, ils se sont regroupés et ils ont posé l'exigence, l'ambition, ils portent l'ambition de renouveler la manière dont on accède à la commande publique et de renouveler la manière dont on apprécie les offres qui nous sont proposées. Le point de départ de ce sujet, alors je vais vous dire quelques mots d'UniHA, on y reviendra éventuellement un peu plus tard. Le point de départ de leur démarche, c'est un article qui est maintenant assez ancien, qui a été publié aux États-Unis par Michael Porter, qui a posé en fin de compte l'hypothèse que la manière dont on allait apprécier la valeur ajoutée apportée dans les hôpitaux n'était pas nécessairement exclusivement pointée dans le fonctionnement unique de l'hôpital, mais que l'hôpital interagit avec son environnement, que l'initiative qu'il porte, que à la fois pour l'organisation du séjour dans l'hôpital, mais également l'initiative qu'il peut porter, ont des conséquences sur la qualité de vie du patient, sur la capacité à retrouver ses capacités de vie normale. Et donc il fallait qu'on soit en capacité dans les hôpitaux d'apprécier effectivement l'impact, qu'il soit négatif, mais surtout positif, de nos actions, de nos matériels, de nos techniques, de nos processus. Et à ce titre, il n'y avait aucune raison que lorsqu'on construisait un appel d'offres concernant un hôpital, qu'on ne puisse pas prendre en compte les bienfaits qu'on apportait à la vie du patient en dehors de l'hôpital, même si on n'y est pas directement intéressé.
Donc ça, c'est le point de vue de Michael Porter en 2011, de mémoire. Donc là, vous avez un extrait de l'article. Je l'ai trouvé assez facilement. Vous avez les diapos, donc vous allez pouvoir le retrouver. Et à partir de cette hypothèse, ils ont fait travailler un cabinet de consultants qui installe en l'espèce Boston Consulting. Et ils leur ont demandé de faire une méthodologie d'appréciation des offres des entreprises qui prennent en compte justement cette réalité à l'extérieur de l'entreprise qu'on appelle les outcomes. Donc là, vous avez quelques diapos que vous allez trouver assez facilement, qui vont vous donner la méthodologie. Donc là, c'est l'appréciation de l'impact de l'hôpital sur son environnement. Et puis derrière, vous avez des diapositives. Alors c'est un peu plus compliqué à lire, mais en fin de compte, ils nous ont donné un mode d'emploi, nous, acheteurs, pour apprécier l'innovation. Et pour apprécier l'innovation sur l'impact à l'extérieur de l'hôpital. Dans l'exemple que vous avez vu, pourquoi on s'occupe de la température du patient tout au long de son séjour à l'hôpital? Eh bien, tout simplement parce que si effectivement elle est monitorée, comme cela vous a été expliqué, la durée moyenne de séjour à l'hôpital sera probablement, très certainement même réduite. Les capacités de réhabilitation du patient seront évidemment plus rapides. Il pourra plus rapidement retourner à son travail. Peut-être même les suites opératoires seront moins graves, donc moins de prescription de médicaments, moins d'analyses, moins d'examens de kinérothérapeutique. Enfin, il y a un ensemble d'événements qui vont s'enchaîner et qui vont faire que l'ensemble du processus sera vertueux. L'exemple que vous avez vu, c'est le premier exemple, autant que l'on sache, en Europe, de cette innovation globale, c'est-à-dire qu'on a fait un appel d'offres sous le format d'un dialogue compétitif. Je reparlerai après du marché d'innovation. Ça peut paraître compliqué, et on a exposé aux industriels qui étaient intéressés par le sujet. Écoutez, c'est assez simple, on voudrait monitorer le patient à l'occasion de l'ensemble de son séjour dans l'hôpital. On ne sait pas trop comment faire, mais on pense que vous avez plus d'idées et plus de capacités à juger de l'opportunité des propositions à faire. Mais en tout cas de cause, on veut améliorer la gestion de la température du corps du patient tout au long de son séjour à l'hôpital parce qu'on veut effectivement agir sur sa qualité de vie à l'issue. Dialogue compétitif, ça veut dire que les entreprises font des propositions, chacune fait sa proposition, chaque proposition est différente, et chaque modalité et chaque processus est évidemment original. Alors, dialogue compétitif, ça n'a pas bonne réputation nécessairement, parce que c'est toujours des procédures qui peuvent être longues, compliquées, perçues comme longues et compliquées, et donc plutôt réservées aux grosses entreprises. En fait, là, ce qui était très intéressant, c'est que lorsqu'on a présenté ce projet au mois de mars, on s'est aperçu que les typologies d'entreprises qui avaient répondu à cet appel d'offres étaient très différentes. On avait à la fois un grand groupe international qui est présent sur ces thématiques-là, mais on avait aussi un distributeur qui avait la capacité d'agréger autour de lui différentes petites entreprises qui habituellement séparément n'auraient pas répondu à cet appel d'offres. Et de la sorte, en agrégeant différentes entreprises avec différentes technologies, différents services, il pouvait tout à fait répondre au dispositif. Donc c'est ça ce que je voulais vous dire. C'est que important, c'est pas un sujet global. C'est que ce qui est important, c'est le service qu'on rend en l'espèce aux patients, aux médecins et aux soignants. C'est ça qui guide notre travail. Et c'est pas autre chose. Et si effectivement on n'est pas attentif à cette modalité, eh bien on se retrouvera dans des situations d'innovation qui ne trouvent pas de clients. C'est exposé, monsieur, c'est le besoin des intervenants sur le terrain qui conduisent à cette innovation. Donc ça, c'est véritablement ce que je voulais vous montrer. L'autre élément, c'est le positionnement des centrales d'achat dans l'écosystème hospitalier. Donc ça, c'est une diapositive que j'ai empruntée à Heineken, beaucoup d'entre vous l'ont déjà vue. C'est poser la question à quoi sert une direction achat, ou à quoi sert une centrale d'achat. Alors, tout le monde a en tête les centrales d'achat de la grande distribution, c'est ce que vous avez en bas à gauche de la diapositive, Price Focus. C'est plus le sujet. La compétitivité qui est attendue des hôpitaux, elle ne va pas pouvoir se construire demain sur le prix. Peut-être sur le prix sur quelques sujets, mais ça restera anecdotique. La compétitivité des hôpitaux, des GHT, et puis demain de l'ensemble du système de santé sur un territoire, c'est sa capacité à pouvoir mobiliser, à bien interconnecter différentes compétences hospitalières, qu'elles soient à l'hôpital ou en ville. C'est des organisations qui sont fluides, c'est des organisations qui sont souples, c'est quelque chose qui va vite. C'est une expérience patient qui est décuplée par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est l'ensemble de ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Et sur l'ensemble de ces paramètres, on n'a pas aujourd'hui suffisamment d'offres
à proposer au réseau avec lequel on travaille, qui serait en capacité de répondre à l'ensemble des améliorations que l'on peut avoir. Alors j'en ai déduit, et ça sera ma dernière diapositive, quelques règles du jeu à avoir en tête lorsque vous abordez l'écosystème de la santé, et pas seulement hospitalier. Vous ne pourrez pas faire aboutir un projet si vous ne faites pas converger les intérêts à J1. Il y en a 3 principaux que j'ai rendus là: économique, la transformation, le service rendu. Économique, ce n'est pas le prix, c'est évidemment le coût complet de possession, comme ça vous êtes exposé. Mais économique, ça peut être aussi la productivité des organisations, parce que la productivité, c'est un levier de financement de l'innovation. Et dans l'histoire économique, c'est toujours la productivité qui permet de financer l'innovation. Donc n'oubliez jamais que vous avez en face de vous des acteurs qui sont assujettis à des règles économiques assez contraintes, qu'il y a une course de vitesse qui est engagée entre le coût de l'innovation et la capacité des hôpitaux à pouvoir l'absorber. Et donc on doit trouver dans les organisations des éléments de productivité qui vont permettre d'absorber les surcoûts qui sont parfois liés à l'innovation. Ce n'est donc pas uniquement le référencement, le tarif de référence de la sécurité sociale. Beaucoup de grosses entreprises installées dans le secteur de la santé parlent de tarifs de référencement. La variable économique à l'hôpital, c'est aussi l'organisation, et c'est aussi, demain, la pertinence et la qualité. Anticiper la refonte de la tarification qui est proposée aux hôpitaux. La T2A va bouger. On va demander aux hôpitaux de démontrer leur investissement dans la qualité, dans la pertinence des actes. Et là, on a des leviers de gain de productivité qui vont permettre de financer l'innovation. La transformation, c'est évidemment, comme la plupart des entreprises de services qui ont des process parfois artisanaux, c'est évidemment la transformation de l'hôpital, à l'image que ça fait la banque, les services de transport. Ils sont tous sur un investissement sur l'expérience du client. Et quand vous comparez la manière dont vous voyagez à la SNCF ou dans une compagnie aérienne il y a quelques années et l'hôpital, et la trajectoire qui est suivie par ces industries de services, vous voyez qu'à l'hôpital, il y a des marges de manœuvre. Vous avez tous des applis de billets de train et d'avion dans vos téléphones portables. C'est évidemment une transposition que l'on doit déployer à l'hôpital. Vous êtes tous à passer au moins une fois à l'hôpital. Le sketch des étiquettes au bureau des entrées, c'est quelque chose que vous connaissez tous. Mais fondamentalement, il y a une transformation dans la relation qu'on construit avec nos patients, nos clients, leurs familles, qui est quelque chose d'important. Donc c'est la transformation de l'hôpital et c'est la transformation du système de santé. Le Parlement examine en ce moment un projet de loi important qui oblige les hôpitaux à se positionner dans son territoire, à rendre concret des partenariats entre hôpitaux, mais pas uniquement. Demain, avec les communautés pluriprofessionnelles, alors CPTH, c'est jamais territoire de santé, je pense, c'est comme ça qu'on voit. Hein. Mais c'est évident, on parlait un peu des situations d'urgence. La manière dont on pourra proposer et déployer des alternatives aux services d'urgence avec de la téléconsultation notamment, mais pas uniquement, probablement d'autres choses, c'est un enjeu important. Donc transformation, hôpitaux et territoires de santé. Et le service rendu. Et le service rendu, c'est évidemment le service rendu aux patients. On améliore le diagnostic, on va plus vite dans le diagnostic. On est en capacité de déployer plus vite une stratégie d'antibiothérapie pour éviter que toute la population ne réagisse plus aux antibiotiques d'ici quelques années. On améliore la qualité de prise en charge, on améliore la guérison, on améliore le retour à domicile, on améliore la qualité de vie des patients, même dans les situations critiques. Mais surtout, et avant tout, pensez que les hôpitaux sont aussi peuplés de médecins et de soignants. On améliore le quotidien des médecins et des soignants. C'est une variable essentielle aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas en capacité d'apporter ou de réfléchir comment votre produit, votre solution, votre service améliorera le triptyque patient, médecin, soignant, on sera bancal. Et si le trio, l'intérêt économique, l'intérêt de la transformation et l'intérêt des acteurs n'est pas pris en compte, on sera bancal. Donc on va cumuler un maximum de chances pour que ça ne fonctionne pas. A contrario, on ne s'interdit rien, on réfléchit à ce qu'on peut imaginer pour l'extérieur de l'hôpital et on recroise avec les 3 critères que je voulais vous proposer.
Donc c'est ce que je voulais vous présenter en cette fin de matinée, parce que je pense que c'est une grille qui peut être utile aux entreprises qui sont présentes dans la salle. Merci. Alors on va accueillir un nouvel hôpital qui nous rejoint, c'est l'hôpital Foch. Alors je vais avoir la dure tâche de finir cette matinée. Alors je vais essayer de pas endormir tout le monde parce que c'est l'heure de déjeuner. Le choix qu'on a fait nous pour cette présentation, c'est donc de vous présenter deux grandes choses. Le premier, c'est notre centre de l'innovation, considéré vraiment comme étant une valeur ajoutée pour les entreprises et pour les établissements dans cette quête d'innovation, et la traduction qu'on a pu en faire sur une méthode de co-création qui s'appelle InDemand, et qui répondra peut-être à une des problématiques qui a été soulevée tout à l'heure par nos collègues, sur finalement pour un établissement ça peut être compliqué d'être innovant, on a des complexités dans la gestion du changement, donc voilà, donc on a mis en place une méthode qu'on a pu tester, donc on aura un retour d'expérience de l'hôpital Foch pour justement voir concrètement comment est-ce qu'on peut, à partir d'un établissement, faire du co-développement avec des entreprises pour faire des choses assez innovantes. Alors, en deux mots, le RESA, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pour ça que j'irai très vite, on est vraiment sur une approche globale et transversale de la transformation. On a comme nos amis une centrale d'achat qui est là pour réaliser tout le travail de la centrale d'achat, mais on a aussi 5 autres départements qui sont là pour accompagner la transformation. Et quand on parle d'innovation, on a besoin aussi de formation, on a besoin de former les acheteurs hospitaliers à comment acheter de l'innovation. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce département formation, qu'on a travaillé sur la partie innovation pour justement promouvoir l'innovation. Donc on est vraiment dans un acteur de la transformation globale. Voilà. Alors, on a donc décidé fin 2018, début 2019, de créer le centre de l'innovation par les achats, en partant du principe qu'une innovation c'est bien, mais elle passe forcément après par un cycle d'achat. C'est-à-dire que l'hôpital, et comme on l'a dit tous nos collègues, c'est bien d'innover, c'est bien de faire des expérimentations, après il faut passer le cap d'après. Donc on a positionné ce centre comme étant justement à la fois quelque chose qui permet les expérimentations, mais qui permet surtout derrière de pouvoir accomplir les tâches et aller jusqu'à la fin du cycle d'achat. Ce centre, on l'a positionné sur 6 grandes thématiques. La première des grandes thématiques qui sont en fait des réponses à des objectifs qui nous avaient été donnés par les établissements. Le premier, développer l'attractivité de l'établissement. Aujourd'hui, on est dans un monde concurrentiel, même l'hôpital a face à lui des cliniques privées. Donc on se retrouve à se poser la question de comment je peux être attractif, comment mon établissement peut être attractif, et l'innovation est l'un des facteurs majeurs d'attractivité pour un établissement. Comment améliorer, évidemment, en continu la prise en charge du patient. Bruno en a reparlé, tout ce qui est patient, on doit se positionner par rapport au patient. Donc l'innovation doit être au service du patient et de la qualité de vie du personnel, ce qui fait le lien avec ma troisième thématique, comment fidéliser les équipes. Aujourd'hui, on entend tous les jours à la télé, à la radio, les problématiques qu'ont les hôpitaux pour recruter, pour fidéliser leur équipe, pour les garder. L'innovation doit aussi être un acte important pour fidéliser ces équipes. L'accélération des transformations, le renforcement de l'approche du rôle de l'établissement en tant qu'acteur de l'innovation. On parle de GHT, on parle de CPTS, on va faire forcément beaucoup de choses qui vont remettre en cause les modèles qu'on a pu connaître jusqu'à présent, et l'innovation doit être un des vecteurs qui doit permettre d'accélérer cette transformation. Et comme le disait Stéphane, le directeur hospitalier est quelqu'un de grégaire, il veut parler à ses collègues. Le but de ce centre, c'est aussi d'intégrer un réseau d'acteurs d'innovation pour pouvoir échanger entre personnes. Tout ça pour une cotisation mineure. Pour les établissements, 700 € par an. Pour les industriels, c'est gratuit. Donc on est vraiment sur un modèle qui permet de favoriser l'innovation, quelle que soit la taille de l'entreprise. Concrètement, comment ça se traduit? Quels sont les avantages pour chacun des deux parties? Donc les établissements d'un côté, les industriels de l'autre. Pour les établissements, ça leur permet quoi? D'expérimenter des innovations qu'on aura préqualifiées. Donc je te rappelle, comme je disais tout à l'heure, on se positionne comme un tiers de confiance, on va pouvoir accompagner les innovations, les startups, les grands groupes, on va pouvoir prévalider et pouvoir les pousser auprès des établissements. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'innovation par l'offre, l'innovation qui est poussée par les industriels. La deuxième partie, qui sera l'objet de la présentation juste après, c'est de co-créer des innovations sur mesure, de l'innovation par la demande. Donc là, c'est vraiment le sens inverse, c'est se dire aujourd'hui comment on peut favoriser, comment faire en sorte que les établissements soient plus innovants, aillent dans cette dynamique de création, d'innovation et de co-développement avec des entreprises. De développer évidemment des compétences en interne, je parlais de formation, sur l'achat et l'innovation, et de valoriser les innovations
dans les établissements, parce que chaque établissement fait plein d'innovations, mais le communique pas forcément facilement auprès de ses collègues. Pour les industriels, c'est simple, c'est la mise en place de POC, d'expérimentation de façon facilitée, puisqu'on a prévalidé et on a fait un cahier des charges qu'on a soumis à nos adhérents qui vont pouvoir tester plus facilement ces innovations. D'avoir accès à des expressions besoins métiers agrégés. Et là, c'est important parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes une start-up, vous avez un problème généralement, c'est que vous allez essayer de répondre à une problématique d'un établissement. Mais vous dites après, est-ce que mon modèle est duplicable? Est-ce que c'était juste professeur Intel qui avait un problème et que j'ai aidé à gérer, ou est-ce que c'est quelque chose de déployable? Nous, l'objectif, c'est de se dire, on va travailler avec plusieurs établissements qui vont pouvoir nous dire quelles sont leurs problématiques communes et du coup d'avoir une expression de besoin catégorisée et assemblée sur plusieurs établissements. Obtenir un retour sur la pertinence de solution, c'est ce qu'attendent toutes les startups. On souhaite rapidement savoir est-ce que ça a une chance d'aboutir, est-ce que ça peut avoir un marché ou pas, on sera là-dessus. Et être valorisé et référencé dans le cadre de travaux concluants, puisque évidemment, on aura une facilité derrière, si jamais l'expérimentation a donné de bons résultats, de pouvoir passer sur un appel d'offres. Quelques expérimentations en cours, donc WOOC, certains connaissent sûrement, présente aujourd'hui sur le salon. On teste avec eux une nouvelle fonctionnalité, donc WOOC travaille beaucoup sur la partie établissement. Là, on s'est dit, est-ce qu'on peut l'étendre à un aspect territorial? Est-ce que c'est un intérêt pour des établissements de travailler ensemble sur un cas d'usage où ils pourraient partager leur vivier? On est en train de créer un nouvel exosquelette. On va lancer un appel à manifestation d'intérêt prochainement pour la création d'un exosquelette pour le personnel soignant avec un groupe d'EHPAD. Et comme on a parlé tout à l'heure, Bruno, sur la partie nouveau modèle Value-Based Healthcare, et ben nous aussi on travaille vraiment aussi sur cette sphère-là en se disant c'est vraiment le modèle d'avenir. On ne peut plus faire juste de l'achat au prix, on doit vraiment travailler sur un modèle en coût complet ou un modèle en value base, et on est en train de le tester sur justement la comparaison entre un modèle des gants chirurgicaux sans latex et avec latex pour voir réellement quel est l'impact en termes de coût économique global, donc de TCO, et d'impact pour les patients et les professionnels de santé. On travaille sur des projets européens qui vous seront présentés juste après. Le dernier point important, aujourd'hui, donc c'est un concept sur lequel on travaille et normalement, début 2020, on devrait ouvrir un centre physique qui sera donc basé à Créteil, qui permettra à la fois d'être un accès de type showroom, pièce factice, sur lequel on va pouvoir expérimenter. Donc là, ce sera sur la partie innovation par l'offre, donc des produits qu'on pourra tester en direct avec des établissements. Et de la même façon, on pourra faire de la création, l'innovation par la demande, de type co-création, hackathon, dans ce centre physique. Et je passe la main à mes collègues. Merci Pierre. On s'incruste un peu au dernier moment sur scène. Bonjour à tous, Louis Potel, responsable des affaires internationales au RESA, et je suis également en charge de l'innovation par la demande auprès du centre de l'innovation, et je suis accompagné de Philippe. Donc Philippe Guimaraud, directeur des projets à l'hôpital Foch. Du coup, voilà, l'objectif là, c'est qu'en 10 minutes, les 10 minutes qui vont suivre, pas plus, j'espère, ça va être d'illustrer un petit peu par un exemple concret ce que Pierre vient de présenter de manière générale au niveau du centre de l'innovation. Et du coup, on va vous présenter la méthodologie de co-création in demand qui a été développée dans le cadre d'un projet européen, parce qu'il faut savoir que le RESA est très fortement impliqué dans des initiatives et des projets européens financés et soutenus par la Commission européenne depuis maintenant plus de 6 ans. Notamment, on travaille ensemble également avec UniHA sur le projet Eurifi et sur les thématiques du Value-Based Procurement qui vous ont été présentées par Bruno Carrière. Du coup, très rapidement, juste pour donner un peu de contexte, le projet Eurifi, In Demand, pardon, qu'est-ce que c'est? In Demand, du coup, c'est un projet européen, donc forcément, il y a des partenaires européens, juste pour vous dire qu'il y a 3 régions pilotes. Il y a la région Île-de-France, la région de Murcia en Espagne et la région de Oulu en Finlande. Quel est notre objectif dans le cadre de ce projet? On a un contrat avec la Commission européenne, on a 3 ans pour développer une méthodologie et les outils associés de co-création afin de faciliter la co-création justement de solutions innovantes entre des utilisateurs finaux qui viennent d'établissements de santé ou médico-sociaux, donc hôpitaux, maisons de retraite, des utilisateurs, les médecins, les infirmiers, afin qu'ils travaillent en étroite collaboration avec des entreprises, la plupart du temps start-up ou PME, afin de développer des solutions qui vont répondre parfaitement à leurs besoins. Donc on a travaillé avec tous ces partenaires-là, les Finlandais, les collègues espagnols, on a développé cette méthodologie-là, ça c'était au début du projet. Ensuite, on a pour objectif de la tester pendant 2 itérations et en simultané dans les 3 régions. Le but c'est de la tester, de avoir un retour terrain de toutes les personnes qui vont l'utiliser afin d'améliorer les outils et la méthodologie pour qu'à la fin,
on arrive auprès de la Commission européenne et qu'on lui remette une méthodologie qui est fonctionnelle et qui marche et qui est appréciée de tous. Donc la première itération a déjà été effectuée, on l'a fait avec l'hôpital pilote qui était l'hôpital Foch, on va aller un petit peu plus en détail là-dedans après avec des exemples concrets. On a amélioré les outils et en ce moment on est en train de faire l'itération numéro 2 où l'hôpital Foch a reconduit l'expérience, donc ça veut dire que ça marche pas trop mal à mon avis. Et en plus de ça on a le GHU Paris, Sainte-Anne et un deuxième établissement, je suis désolé je connais plus le nom, et le GCSMS 91, un groupement d'EHPAD qui va également être établissement pilote pour cette deuxième itération. Ensuite, on va livrer ça à la Commission européenne et elle va se charger de le diffuser dans toutes les régions européennes pour qu'ils le diffusent. Un magnifique schéma, je vais aller très vite. Un point très important, en fait, la méthodologie, il faut savoir qu'elle est centrée autour d'un écosystème innovation d'une région, même si on le développe dans le cadre d'un projet européen. Le but, c'est qu'elle soit applicable au niveau d'une région. L'idée, c'est qu'il y ait une vraie synergie entre toutes les institutions et toutes les organisations qui travaillent sur l'innovation au niveau d'une région. Donc tout ce qui va être cluster, institutions comme l'ARS par exemple, ou les utilisateurs finaux comme ici, les établissements. Il y a 4 types d'organisations qui doivent être impliquées pour que la méthodologie fonctionne. Désolé pour les anglicismes, c'est un projet européen. On est obligé. Les challengers, ça va être un établissement de santé ou médico-social, donc c'est les personnes qui vont avoir le besoin. Leur objectif dans le projet, ça va être de définir les problématiques qu'ils ont tous les jours, mais qu'ils ne sont pas pourvus par des solutions disponibles sur le marché. Première entité, les challengers, donc les utilisateurs, ceux qui ont le besoin. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les solvers. Les solvers, ça va être justement une entreprise, la plupart du temps une start-up ou une PME, qui elle va avoir pour objectif de développer une solution qui va permettre de répondre parfaitement aux besoins de ces utilisateurs-là. Enfin, et c'est là où tout l'écosystème d'une région rentre en jeu, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle le supporter. Le supporter, c'est une organisation qui a pour objectif principal d'accompagner des entreprises, encore une fois la plupart du temps start-up ou PME, dans leur développement économique, donc un cluster ou un pôle de compétitivité par exemple. Ici dans le projet c'est Medicène, je ne sais pas si vous les connaissez, voilà, cluster spécialisé en santé dans la région parisienne. Medicène, leur rôle ça va justement être d'accompagner l'entreprise qui va être sélectionnée pour travailler sur la co-création d'une solution, afin qu'en parallèle du développement de la solution innovante, elle soit accompagnée pour développer son business model, son business plan, sa stratégie commerciale, qu'on l'aide à lever des fonds par exemple, afin que quand la solution sera disponible et commercialisable, on ne la lâche pas dans la nature ou avec un seul client, l'hôpital qui aura développé la solution, et ensuite débrouillez-vous. Le but c'est que l'entreprise soit très vite pérenne sur le marché et qu'elle trouve de nouveaux clients afin que la solution soit diffusée le plus largement. Et enfin, forcément, on a toujours des financeurs. Le Founder, du coup, alors c'est une institution publique qui a des fonds dédiés à l'innovation et qui a les moyens de financer ce type de projet. Ici, on a Paris Région Entreprise dans le projet. Le modèle, ensuite je laisse la parole à Philippe, juste pour que ce soit quand même un petit peu plus clair. Donc comment ça marche de manière assez concrète? La première étape, c'est ce qu'on va appeler le Call for Challenge. C'est-à-dire qu'on va aller dans un établissement pilote ici, par exemple Foch, où on va, le but c'est qu'on présente la méthodologie, les bénéfices, les outils, comment ça fonctionne, quels vont être les bénéfices pour les utilisateurs, afin d'inviter les collaborateurs d'un établissement à venir déposer leur challenge, leurs besoins. Ce n'est pas la direction d'un établissement qui va définir le besoin, c'est la personne qui est tous les jours sur le terrain, un médecin, une infirmière ou même les fonctions support, quelqu'un de la RH, qui ont des problématiques. Ils savent que normalement une solution pourrait être développée pour répondre à ce besoin-là, mais aujourd'hui rien n'existe. Ensuite, du coup, on va les inviter à répondre, à compléter un formulaire en ligne ou pas, qui est justement le Call for Challenge, donc le formulaire pour répondre et pour déposer son challenge. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs sections pour bien définir justement une problématique afin qu'elle soit parfaitement compréhensible par une entreprise. Ensuite, on va avoir un comité d'évaluation. L'objectif, c'est que l'ensemble des partenaires de cet écosystème, le founder, le supporter, le challenger, etc., vont évaluer l'ensemble des challenges et sélectionner les plus pertinents par rapport aux stratégies qui auront été définies en amont. Encore une fois, on ne rentre pas dans le détail. Des critères d'évaluation sont bien évidemment prévus dans la méthodologie. Le but, c'est de prendre les challenges les plus pertinents. Une fois qu'on a sélectionné un ou plusieurs challenges, encore une fois en fonction de la stratégie initiale du programme In Demand, le but, c'est de lancer un Call for Solver. Le but, ça va être de du coup consulter le marché et d'essayer de trouver des entreprises qui peuvent développer des solutions qui vont répondre à ces besoins.
Alors vous allez me dire, il y a peut-être des choses qui existent déjà, le partenariat d'innovation, le PCP, etc. La grande différence ici, c'est que justement, le but, c'est qu'on est entre le moment où on définit le besoin et le moment où la solution est disponible, ce soit très court. C'est pas 3 ans de projet, de R&D, où les médecins n'ont plus le temps du tout de travailler dessus, ils voient pas le bout du tunnel, et au final, ils ont l'impression qu'ils vont jamais arriver à la fin. Ici, le but, c'est qu'entre le moment où le début de la co-création commence et la solution est utilisable par l'établissement, il y ait 10 mois maximum. Pourquoi ? Parce que seules les entreprises qui travaillent déjà sur une solution, donc qui ont déjà un prototype, peuvent déposer une candidature au Call for Solver. C'est-à-dire qu'on va chercher des entreprises, et c'est pour ça que dans le Call for Change et la sélection des challenges, c'est très important d'avoir tout un écosystème, et notamment le cluster qui lui est au courant des entreprises qui sont en train de développer des solutions en ce moment, qui ne sont pas disponibles sur le marché, mais où des prototypes sont en train d'émerger. Le but, ça va justement être ça va être de croiser le besoin des utilisateurs finaux avec des entreprises qui sont en train de développer un prototype afin qu'ils finalisent la solution ensemble. Un médecin n'a pas besoin d'arriver au tout début du développement d'une solution, par exemple d'une application, où il va falloir développer le soft, etc. Lui, il va besoin d'arriver à l'étape où il va falloir apporter du contenu et vraiment l'expertise avec les données qu'il va falloir collecter auprès du patient et vraiment définir le contenu. Donc, on a besoin du médecin et des utilisateurs souvent plutôt vers la fin et plutôt de les déranger dès le début. Le but, c'est de finaliser la solution avec eux. Une fois qu'on a trouvé une entreprise, on sélectionne une entreprise qui va se recevoir un financement. Là, c'était 40 000 € dans le cadre d'une demande. Et ils vont travailler en étroite collaboration avec l'équipe médicale. Je vais laisser Philippe peut-être donner un exemple pour que ce soit plus clair avec l'itération numéro 1. Je te laisse là, je te reste là. Reste là-dessus. Juste pour revenir sur l'étape générale, ça revient enfin, dans ces grandes étapes-là, c'est quasiment redécrire un appel d'offres classique. On fait un cahier des charges, on le publie sur une plateforme d'achat, on analyse les offres qu'on reçoit et après on sélectionne le partenaire avec qui on veut partir. La différence, en tout cas du point de vue des établissements, c'est que déjà sur la partie cahier des charges, entre guillemets, c'est quelque chose de beaucoup plus réduit. Toute la partie administrative était gérée par le RESA, donc ça a été totalement transparent pour nous. Et comme c'est un partenaire de confiance, on s'en est pas inquiété, on leur faisait confiance pour gérer ça proprement. Donc ça revenait juste à décrire le besoin fonctionnel par les médecins, les infirmières ou les fonctions support qui étaient nécessaires de manière suffisamment précise pour que ce soit compréhensible par les entreprises et qu'elles puissent calibrer leur offre vraiment par rapport aux besoins. Donc, et d'ailleurs, on a ajusté ce format d'expression de besoin dans la deuxième itération pour vraiment l'améliorer et que ce soit directement utilisable par les entreprises. Si je peux me permettre, c'est justement lié à Enguerrand et la FHF qui a participé justement, qui ont également une méthodologie d'idéation qui, elle, va beaucoup plus en amont. Mais c'est justement des idées qu'on a eues avec Enguerrand qu'on a intégrées à la méthodologie de demande. Donc voilà, encore une fois, l'écosystème régional permet d'améliorer tous les process et les outils. Et deuxième avantage de cette démarche, c'est justement l'appui à la fois du RESA, de Medicine et de Paris Région Entreprises pour faire un travail de sourcing, de communication auprès des startups et d'analyse de ces startups. Il y en a des milliers, on les connaît pas toutes. C'est pas le métier de l'hôpital, ou en tout cas aujourd'hui, c'est pas le métier de l'hôpital de toutes les connaître, de savoir les analyser, les juger, à la fois sur leur pertinence métier, sur leur solidité financière, sur leur stratégie de développement. On ne sait pas les conseiller non plus. Donc d'avoir accès à ces startups et à des startups qu'on ne connaissait pas, parce qu'on en voit régulièrement, mais finalement on est loin de connaître tout le marché. Donc d'avoir accès au réseau de Medicine, du RESA et de Paris Région Entreprises, d'avoir leur vision sur l'analyse financière de ces startups, à la fois à l'instant T, mais aussi dans des perspectives de 2-3 ans, parce qu'on ne veut pas se retrouver planté par une startup qui met la clé sous la porte au bout de 6 mois. Ça, c'était un vrai avantage. Donc, juste pour illustrer les projets qui avaient été inclus dans cette démarche, sur la première itération, on avait dû soumettre, je crois, une dizaine de projets dans le premier appel à projet en interne. Donc, il y avait une dizaine de projets soumis par les différents professionnels. Il y a eu un premier filtre par un comité interne à Foch et un deuxième filtre avec les différents partenaires, RESA, Paris Région Entreprises et Medicine, pour sélectionner 3 projets dans la première vague, enfin en l'occurrence même 2, 3 en publication d'appel d'offres qui avaient vraiment du sens, qui étaient vraiment aboutis et qui avaient du sens. Il y avait des projets, certains en ont
profiter entre guillemets pour obtenir le financement pour des solutions qui existaient déjà sur le marché. Je prends l'exemple de Géoloc, c'était un projet qui était déjà de géolocalisation, c'était déjà lancé en interne, on avait déjà un partenaire, bon, il n'y avait pas d'innovation réelle derrière, où il n'y avait pas de valeur ajoutée apportée par cette démarche, donc on avait exclu ce projet. Les trois qu'on a retenus in fine, c'était Oscar, c'était pour le suivi des AVC, je vais relativement vite, Astre pour le suivi des transplantés rénaux, et ePrevent pour de la téléconsultation, de l'inclusion plus rapide et du suivi en addictologie. Donc ils ont été publiés, on a reçu une dizaine d'offres sur... alors une seule offre sur Oscar, c'est pour ça que finalement on n'a pas lancé le projet in fine, et une dizaine d'offres quasiment chacun pour Astre et ePrevent. Donc nous on était assez surpris du nombre de répondants et très satisfaits. On ne pensait pas qu'il y en aurait autant et de la qualité. Et il y avait notamment des entreprises qui répondaient, enfin des entreprises européennes qui répondaient. C'était pas que des entreprises françaises. Donc ça c'était intéressant de voir les points de vue d'autres entreprises. Donc, je passe les détails, mais après on a analysé les offres à la fois écrites, on les a fait venir, on les a auditées oralement, et on a décidé de travailler avec Semeia pour les transplantés rénaux et Pulsio Santé pour la partie addictologie. Donc le projet a démarré concrètement, on va dire à partir de septembre de l'année dernière, et là ils vont démarrer concrètement avec des vrais patients. Donc quasiment les 10 mois dont tu parlais. Donc on est en ligne avec ces objectifs. Dans la deuxième vague, qui a été lancée en début d'année, là on vous a poussé à innover un peu sur la démarche, parce qu'en fait on avait un projet de suivi des patients en oncologie qui était dans les tuyaux depuis quelques mois. On a décidé de l'inclure dans cette démarche, mais finalement en fusionnant un peu de projets en un, pour avoir un peu plus de financement, et on a aussi contribué financièrement à ce premier investissement. Donc on a ajusté un peu les paramètres vis-à-vis des entreprises, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir droit à une propriété intellectuelle, enfin je passe les détails, mais en tout cas on a décidé d'investir nous-mêmes pour avoir une surface financière plus importante et pour voir quelles entreprises on allait avoir en face par rapport à un projet qui était plus ambitieux. Donc on vient de recevoir les offres, on est en cours d'analyse. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc vous avez justement itération 1, itération 2. Itération 2, vous voyez le nombre de candidatures d'entreprises. Donc c'est quelque chose aussi il n'y a pas d'entreprise ici pour témoigner malheureusement, mais elles sont souvent avec nous. Et voilà, c'est un modèle qui leur plaît énormément parce que pour elles, avoir accès à l'utilisateur, ça a été mentionné toute la matinée là. Ils envoient, on reçoit dans nos boîtes aux lettres, mais surtout les boîtes mail dans les établissements. Ils reçoivent énormément d'emails. Est-ce que je peux vous rencontrer? Je peux vous présenter ma solution. Alors qu'au final, les établissements n'ont pas vraiment de ressources. Ici, avoir la possibilité vraiment et montrer que c'est une volonté des établissements d'aller chercher des entreprises afin de travailler avec eux, ça donne un certain engouement parce que clairement, c'est pas l'enveloppe financière qui est allouée, là c'était 40 000 euros, c'est pas énorme, franchement, je pense pour une start-up développer une solution qui les attire principalement. Donc on peut voir ça d'ailleurs, le résultat avec le nombre. Donc là, vous avez les autres challenges qui ont été sélectionnés et on est en phase d'évaluation. Donc une entreprise sera sélectionnée pour chacun de ces challenges-là et on bosse du coup avec le GHU Paris et le GCSMS 91 également. Quelques peut-être conclusions tu veux... Donc, pour nous, l'intérêt, c'était déjà de rentrer dans cette démarche, de découvrir, d'avoir accès à des nouvelles startups, un nouvel écosystème, et donc de favoriser l'innovation en interne, d'augmenter l'adhésion des équipes. Le retour des deux équipes d'ailleurs qu'on a eu, qui ont soumis les projets, c'était on ne pensait pas que notre projet allait être accepté. On ne pensait pas que la direction allait nous suivre. On ne pensait pas qu'en déposant un projet, finalement, il y avait des entreprises en face qui savaient répondre, ou en tout cas qui désiraient co-créer avec nous. Et ils étaient totalement absents, enfin ils n'avaient pas en tête les possibilités offertes par le marché, par les réseaux d'acheteurs et par les incubateurs de start-up. Donc ça, c'était un vrai enseignement. Et nous, ça nous permet de rebondir derrière vis-à-vis d'autres équipes en leur disant, regardez, il y a des projets qui ont été déposés, qui ont été acceptés. On a travaillé avec des start-up et maintenant ça marche, on démarre avec des vrais patients. Donc des solutions innovantes répondant aux vrais besoins, c'est le but initial de cette démarche-là. Donc ça a été travaillé avec des vrais patients, on a oublié de le dire, mais dans la co-création, c'est pas uniquement co-création avec les équipes médicales, paramédicales, mais on a inclus des patients pour tester l'outil, avoir leur retour. On va avoir le retour aussi avec des médecins traitants sur la partie addicto, donc qui ne sont pas à l'hôpital, mais qui sont des correspondants de nos médecins addictologues. Et augmenter son réseau de partenaires, c'est directement la meilleure connaissance du réseau et des offres qui peuvent nous fournir, des startups et des incubateurs.
Voilà, et parce qu'il y a eu un vrai échange, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'équipe médicale qui avait une demi-journée toutes les 2 semaines qui travaillait avec l'entreprise. Voilà, c'était de la vraie co-création, c'était pas juste on se parle une fois tous les 3 mois. Et bien évidemment, le RESA est dedans parce que l'objectif derrière, c'est que si ces solutions-là répondent parfaitement aux besoins des équipes médicales, par exemple l'équipe néphrologue de Foch, il n'y a pas de raison qu'elles ne répondent pas aux besoins de l'équipe médicale néphrologue d'autres établissements. Donc notre objectif derrière sera de diffuser plus largement ces solutions innovantes. Et je crois qu'on est bon. On avait un petit dernier, mais D'accord. Les enseignements qu'on peut en tirer, c'est évidemment d'avoir une volonté institutionnelle de rentrer dans cette démarche-là. Donc que la direction soutienne les équipes médicales, paramédicales ou les fonctions support qui déposent ces projets. Donc on va avoir une politique d'innovation claire. C'est juste d'abord avant tout d'avoir une volonté d'innovation et de rentrer dans ces projets-là. Allouer les ressources nécessaires, ça c'est évidemment quelque chose d'anticipé, c'est que ça demande du temps. Alors c'est pas un temps insurmontable, hein, nos équipes se sont mobilisées pour y arriver, mais effectivement c'est quelques heures, une demi-journée par semaine, donc c'est pas négligeable, et c'est vraiment anticipé dans la communication. Ça c'était pour la partie médecin principalement, mais il y avait aussi infirmières, cadres, un petit peu de secrétaires aussi pour avoir leur retour dans l'utilisation des outils. La direction informatique, souvent c'est des projets donc on a composante informatique, donc c'est forcément on les associe et c'est important, et la direction de la communication également derrière pour communiquer, que ce soit auprès des correspondants, des institutionnels, médiatiquement, pour faire connaître le projet, le partenariat et aider les startups à se développer également, parce que c'est bénéfique pour chacun. Expliquer concrètement le projet, ça c'est pour que ceux qui répondent, ceux qui fassent part de leurs besoins, maîtrisent le process et sachent exprimer leurs besoins d'une manière compréhensible pour les entreprises. Donc ça, il y a un travail d'accompagnement à faire, généralement de réécriture de la première expression de besoin, mais ça se fait assez naturellement. Et se doter de méthodologies, outils adaptés, je dirais que c'est comme tout projet, voilà, ça se pilote en mode projet. Faut pas laisser la start-up seule avec l'équipe médicale ou paramédicale, il faut vraiment l'accompagner, l'encadrer, l'aiguiller au sein des services internes, il ne faut pas la laisser avancer seule. Sinon ça prend, il y a des risques de décalage de planning qui surviennent. Eh bien, merci beaucoup à tous.